Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Hello Disneyman 1987, merci d'être avec nous ce soir. Je vais attendre encore une toute petite minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Puis on va pouvoir commencer l'émission. Une émission un peu spéciale. Ce soir, on va aborder des sujets un peu différents des précédents streams Popcorn qu'on a pu faire. Avec un premier focus avec Laurent. Bonsoir Fidor14, merci d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Pour vous présenter un peu la soirée, on commencera avec Laurent pour parler un peu de l'actu de Chronique Disney. On fera un petit tour des derniers sujets. Et Laurent veut mettre en avant les podcasts, donc il pourra nous en dire un peu plus. Non, les playlists, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Ça va être une bonne soirée. Ça commence Tout va fort. bien. Le son est saturé, vous m'entendez bien? Je pense oui. Du coup, pour rebalayer la soirée, premier point avec Laurent. On enchaînera ensuite sur un fil de Disney Central Plaza. On parlera ensuite de l'Assemblée générale des actionnaires et on viendra balayer avec Virginie et Marine et Corentin, du coup, de l'actualité qui attend demain tous les visiteurs qui assisteront aux 32 ans de Disneyland Paris. Bonsoir à tous en tout cas et merci d'être là ce soir. Laurent, si tu es d'accord, je te propose de commencer. Eh ben merci. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints durant ta présentation. Alors, Chronique Disney. Alors, on va faire super court parce que l'objectif c'est pas faire de l'auto-promo. Si vous avez envie de voir ce qui se passe sur chroniquedisney.fr, je vous laisse aller sur le site. Vous verrez que depuis qu'on s'est vu il y a 15 jours, il y a pratiquement 40 nouvelles fiches qui ont été mises en ligne, touchant les portraits, des fiches de films, de téléfilms, de personnalités, des analyses, des dépêches, du fil info, enfin bref, tout plein de choses. Et je voulais ce soir faire un petit focus sur une section qui nous tient aussi à cœur et qui est un petit peu parallèle à Chronique Disney, le site, qui est les playlists de Chronique Disney. Alors, le principe, il est assez simple. Nous avons mis à disposition sur Spotify et Deezer, donc il suffit de chercher Chronique Disney. Sur vos plateformes d'écoute, donc soit Spotify, soit Deezer. Et là, vous, dans la rubrique playlist, vous allez tomber sur notre chaîne. Alors, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et vous allez trouver plus d'une cinquantaine de playlists. Il faut savoir qu'on en met 1 à 2 nouvelles par mois. Et vous allez voir, elles arrosent à peu près tous les thèmes. Ça peut être la magie Disney, les princesses, Marvel, Star Wars, Tron. Ça peut être des thèmes comme la fête, comme le deuil, comme la sieste, etc., etc. Les égéries Disney. Et donc, vous allez forcément trouver votre bonheur. Le gros avantage, c'est qu'on a fait le tri pour vous. Donc, vous allez tomber sur des petites pépites de production Disney. Évidemment, c'est que des chansons ou des
des musiques Disney. On a même, par exemple, puisque Corentin va nous rejoindre et c'est lui qui a fait une fiche très très intéressante sur la bande originale de la jeunesse de Picsou. Je vous laisserai aller voir ça sur le site. Et on a même une playlist consacrée à du métal, c'est-à-dire les airs Disney, mais version métal. Donc n'hésitez pas à aller donc sur les plateformes d'écoute et à nous rechercher sur Chronique Disney et à liker toutes les playlists et surtout à les écouter. Et si vous avez des envies ou des idées de playlists, n'hésitez pas à nous écrire pour nous en donner. On fera en sorte de voir ce qu'on peut faire sur les thèmes que vous nous aurez proposés. Donc voilà, je voulais mettre en place, enfin en valeur ce soir l'activité des playlists. Et au passage, je remercie donc les personnes qui sont aux commandes de ce projet éditorial. C'est donc d'abord Romain, qui est donc le rédacteur en chef qui gère cette section. Il est aidé par Ludivine. Et tous les visuels, vous allez voir, c'est l'une des particularités de notre chaîne. Tous les visuels obéissent à une charte bien particulière et elle est signée de chez nous par Fabien, qui nous fait un travail absolument remarquable. Donc merci à eux trois. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit sur les playlists Chroniques Alors Disney. du coup, petite question, quand sort la prochaine? Eh ben, elle sort demain. Elle sort demain et vous allez voir, je pense que ça. Alors, il faut savoir que dans toutes les playlists, celle qui a marché le plus ou qui marche le plus, c'est celle qui est consacrée aux 30 ans, qui était consacrée aux 30 ans de Disneyland Paris. Et je pense que celle qui sort demain, elle va aussi taquiner des sommets en termes de nombre d'écoutes parce que elle a un thème qui est, allez, je vous le dis, c'est pas grave, c'est les hymnes signatures. C'est-à-dire qu'on a réuni tous les hymnes, que ce soit les hymnes des parades, les hymnes, par exemple, des animations style Mickey qui fait coucou, etc., dans une même playlist. Et c'est juste ahurissant et réjouissant à entendre. Voilà. Ouais, écoutez. Et je peux me permettre une question supplémentaire? Je t'en prie, avec plaisir. Comment est-ce que vous déterminez combien de titres vous mettez dans une playlist? Parce que Alors on se fait violence, beaucoup violence. Alors on essaye de pas trop dépasser l'heure 30. On essaye d'imaginer que c'est une sorte d'album en fait. Donc on essaye, alors des fois c'est très difficile, hein, mais on essaye de pas dépasser 1h30 d'écoute et on est souvent en dessous et quelques playlists dépassent ça. Alors des fois on les coupe en 2 parce que, on considère que une playlist c'est pas aussi fait pour durer voilà, il faut pouvoir, revenir sur des titres de façon, digeste. Donc voilà, on essaye, voilà, ça oscille. L'objectif, à vrai dire, c'est 1h30, 1h30 maximum. Sinon Romain nous fait, les gros yeux et voilà quoi. Mais moi, par exemple, qui suis donc, je pense que ça commence à se savoir, un fan absolu de Tron, j'ai fait une playlist sur, Tron. Arrêtez quand je dis ça, tout le monde se moque Et ou tu as rit. vu passer le message dans le chat? Mais de toute façon, je suis tellement content que le 3e ait eu sa date de sortie que voilà. Et bien, quand j'ai fait la playlist de Tron, je peux vous dire que j'ai bataillé pour arriver à avoir un peu de rab, sur la durée. Voilà. Et ça rejoint le message qui demande s'il y a eu assez de musique dans Tron, qu'on a reçu dans le chat. Alors, petit lapin, je ne sais pas qui c'est qui a osé dire ça, mais sache que Tron, c'est déjà 2 films et bientôt un 3e film. Et c'est surtout une série qui s'appelle Tron la Révolte. Et la bande originale de Tron la Révolte et de Tron l'Héritage. Alors, la bande originale de Tron, le premier du nom, elle est quand même très datée, mais il y a des petits morceaux qui sont absolument superbes, dont l'ouverture qui est légendaire. Mais surtout, dans Tron la Révolte, Tron l'Héritage, je vous rappelle que la bande originale a été signée des Daft Punk, donc on peut considérer que c'est pas mauvais. La bande originale de la série animée qui s'appelle Tron la Révolte, que je vous conseille vraiment de regarder, de chercher sur Disney+ et de regarder, elle dure que 20 épisodes, a été signée par un collaborateur musical des Daft Punk et il a su garder en fait l'idée et comment dire l'ambiance musicale des Daft Punk et cette bande son est absolument merveilleuse. Voilà et même s'il a voulu me taquiner en posant cette question, j'ai répondu le plus sérieusement du monde. Mais Voilà. merci Laurent, parce que sincèrement, je ne connaissais pas cette série et ça me donne envie de la regarder.
Alors, la série Tron la Révolte a un visuel qui est un petit peu hard au départ. Il faut passer le premier épisode pour bien comprendre et bien accepter le visuel. Et une fois que vous avez passé ce premier épisode, vous avez compris un peu le code design de la série, vous allez prendre un pied du tonnerre parce que les enjeux scénaristiques de cette série sont juste ahurissantes. Et on a Fidor14 dans le chat qui nous dit c'est surtout les Daft Punk aussi. Le ride à Paris avec l'histoire des débuts de Euro Disney aurait été incroyable. Alors, je n'ai pas compris. Moi non ce plus, qu'il je me n'ai dit, pas là. compris. Je pensais que ça allait te parler, mais je n'ai C'est- pas assez de connaissances. Alors, si tu peux voilà, nous éclairer, parce que là, objectivement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. De ce que je comprends, c'est tu me dis, ça aurait été génial que Euro Disney ouvre avec un ride sur Tron et signé des Daft Punk, Mais c'est c'est ça? ça, pour dire Mais tout dans le chat, en fait, c'est Fidor. le timing était pas du tout, n'est pas du tout le bon. Hein. Tron la Révolte est arrivé bien plus tard que l'ouverture de Euro Disney. Tron l'héritage, pardon. C'est-à-dire le deuxième film est arrivé bien plus tard que l'ouverture d'Euro Disney. Après, ça fait peut-être un lien avec les attractions dans les parcs étrangers. Ah, si c'est ça, oui, il y a effectivement une attraction Tron qui a été d'abord inaugurée à Shanghai et qui a ensuite été dupliquée au Magic Kingdom en Floride, et qui est une attraction absolue et qui est basée sur Tron l'héritage, c'est-à-dire le film numéro 2, et qui était absolument à faire. Elle est juste géniale ici. Bon, ben, on a beaucoup, voilà, on parlait des playlists, on parle de Tron. On pourrait faire une émission sur Tron, je serais ravi d'en parler, mais des heures et des heures et des heures, et de m'arrêter de me jeter des tomates parce que en coulisses, on se moque de moi. Je vois les gens là, parce que je vois Corentin, je vois Marine, je vois Virginie se moquer là. Même Olivier, il est presque qui est le technicien qui agit en coulisses, qui se moque. Voilà. Et donc, nouvelle playlist qui arrive demain sur les hymnes, si j'ai bien suivi. Les hymnes de signature. Oui. Et donc, c'est-à-dire les hymnes vraiment les plus iconiques, les plus caractéristiques de Disney. et donc là, Disney c'est Park. la question que j'allais te poser, si c'était Disney Park ou si c'était bien plus large. Non, Disney Park, ouais. Eh bien, je te propose désormais, Laurent, si tu le souhaites, d'accueillir Corentin et de passer sur le sujet suivant. Avec plaisir. Merci en tout cas pour cette belle mise en avant du travail de l'équipe sur les playlists. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Corentin, merci d'être là. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors toi, tu nous rejoins pour la mise en avant du fil info de Chronique et donc en lien avec Disney Central Plaza qui va traiter des 35 ans du parc Astérix. Alors en fait, effectivement, vous savez que Chronique Disney, c'est aussi un forum, c'est Disney Central Plaza, le forum. Et on le sait peu, mais dans le forum, on parle évidemment à 90% de Disney, mais on parle également de ses concurrents. Et il se trouve que nous avons une section qui est consacrée aux parcs étrangers. Dans les parcs étrangers, parce que l'avantage d'un forum, c'est que c'est très très bien classé, nous avons les parcs européens. Et dans les parcs européens, nous avons évidemment la section des parcs français. Et dans la section des parcs français, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, il y a évidemment le premier concurrent devant l'éternel de Disneyland Paris, qui est le parc Astérix. Alors, je sais jamais si on dit parc Astérix ou si on doit dire parc Astérix Paris. Non, je pense que tout le monde dit parc Astérix, tout plus qu'il est placé après. Mais que tout le monde dise parc Astérix, je suis d'accord. Mais en termes de véritable respect de la nomenclature, est-ce qu'il faudrait pas dire Paris derrière? Je ne sais pas. De toute façon, c'est même pas en région parisienne, donc on oublie. Et ça, donc le principe. Je suis un faux parisien puisque je suis un provincial exilé. Dans la section du parc Astérix, donc vous allez pouvoir donc débattre du parc Astérix et vous allez vous rendre compte
que, bah, les fans Disney, puisque évidemment les membres de Disney Central Plaza, et je rappelle que tout le monde peut être membre de Disney Central Plaza, c'est gratuit, ça prend 2 secondes pour se référencer, et que contrairement aux réseaux sociaux, c'est quand même un univers très bien structuré, où la modération est efficace, donc vous n'allez pas être pollué par des trolls ou des gens agressifs. Il y a aucune publicité, hein, vous n'allez pas être pollué par la pub, et cetera. Donc en termes de surf, c'est quelque chose de très simple et vous allez pouvoir, longuement argumenter et échanger, puisque tout cela est archivé et très facile à retrouver. Et donc vous allez vous rendre compte que parmi les membres de, Disney Central Plaza qui sont à la base des fans Disney, et ben, le parc Astérix, il est pas mal noté en fait. Les fans Disney, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, je sais pas ce que tu en penses Corentin, mais sont pas, agressifs ou, opposés au parc Astérix. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'autant plus qu'il y a pas ces éléments de comparaison avec le parc Disneyland. On prend vraiment le parc Astérix à part et on le juge tel qu'il est, indépendamment de n'importe quel autre parc. Et donc ça permet effectivement d'avoir un avis plus objectif, et d'apprécier, autant le parc, Disneyland Paris que le parc Astérix. Alors c'est amusant ça parce que sur les réseaux sociaux, lorsque vous allez sur une page du parc Astérix ou une page du parc Disney, les gens sont plutôt agressifs les uns envers les autres. Ils vont dire: «Ah, le parc Astérix c'est nul parce que tatati», puis vous allez voir le fan du parc Astérix se dire: «Ouais, mais Disney c'est cher, ces trucs, c'est machin». En fait, vous allez voir que dans le topic du parc Astérix, sur Disney Central Plaza, c'est pas ce genre de choses qu'on ressent. En revanche, on a vraiment des spécialistes de parc qui en parlent et donc ils sont capables de saluer ce qui va bien et de disons, titiller ce qui va pas. Et l'une des premières, vous le voyez en photo si vous le suivez en vidéo, l'un des débats qui a eu lieu, très récemment, c'est sur la rethématisation du Grand Splash. Alors, pour ceux qui seraient jamais allés au parc Astérix, le Grand Splash est une attraction donc humide, nautique, hein. On prend des grands bateaux et puis à l'origine, donc on montait dans une colline et puis on devait faire face à des légionnaires qui attaquaient le bateau. Et sauf que pendant très longtemps, tous les effets sont tombés à la ramasse. C'était pas entretenu du tout. Donc ça s'est résumé à quoi? À prendre une montée, naviguer, aucun effet ne marchait, et ensuite prendre une descente. Et c'était tout. Et là, en fait, le parc Astérix a mis un petit budget. Alors c'est ce que nous explique par exemple un membre qui s'appelle Ico, qui nous explique que c'est une attraction qui a été réaménagée avec malice, que le budget est pas monstrueux, on est d'accord, mais qu'il a notamment été très surpris de voir que tout le parcours, puisque le Grand Splash a été réaménagé sur les pirates, mais alors pas les pirates des Caraïbes, mais les pirates d'Astérix, hein, qui ont toujours le malheur de croiser les Gaulois et de voir leur navire détruit. Et donc ça a été rethématisé sur ces pirates. La file d'attente est très très belle maintenant. Le parcours, on va dire que il y a pas mal d'imagination, mais c'est cheap, on peut le dire comme ça. Corentin? C'est cheap, ouais, ouais, ouais. Alors moi, je vais juste ajouter un petit détail à ce que tu as dit précédemment. En fait, il y a tout un débat sur est-ce que ça a été rethématisé ou est-ce que ça a été tout simplement thématisé. Parce que pour ceux qui ont connu le Grand Splash avant, c'est une attraction qui existe depuis l'ouverture du parc Astérix. Il y a eu effectivement un ajout en termes de jet d'eau et d'éclaboussement sur le parcours qui ont été ajoutés en 2002 et comme tu l'as dit, faute d'entretien, ça a été retiré. Mais en fait, quand on a fait l'attraction avant la revanche des pirates, on se retrouvait dans une attraction avec une musique un peu rigolote et avec des petits jets d'eau sur les côtés, mais il n'y avait pas à proprement parler de thématisation visible en tout cas. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment, dès l'entrée de la file d'attente, il y a une belle thématisation qui est annoncée, quoi. Alors, il y a quand même, parce que c'est aussi le propre d'un forum comme Disney Central Plaza, comme je vous disais, c'est souvent des spécialistes soit de parcs, soit de BD. Il y en a quand même, notamment Sphinx, qui nous dit qu'il ne comprend pas comment les prêtresses de l'île du plaisir, qui se trouvent dans le film Les 12 travaux d'Astérix, ont pu être rajoutées dans le fil de cette attraction. Donc on voit que quand même les fans ont des petits soucis de cohérence et que... Alors ça s'explique.
Ça s'explique parce que les prêtresses ne sont pas présentes, c'est juste une représentation. En fait, la thématisation actuelle, c'est nous, on est des Gaulois et on traverse le parcours, et les pirates, tout le long du parcours, essayent de nous piéger. On l'entend, et puis c'est pour ça qu'on passe par des catapultes. Et donc, les prêtresses de l'île du plaisir, elles sont là. On entend les pirates dire vas-y, mets-moi quelques sirènes pour attraper. Oui, en fait, c'est un fake total. C'est un fake total et c'est complètement assumé. C'est pour ça que quand on voit la photo, quand on regarde le parcours mais qu'on n'écoute pas forcément les dialogues, etc., on peut trouver ça cheap, mais en fait, c'est le piège des pirates et quelque part, c'est un petit effet. Et ça correspond un peu aussi aux pirates dans le sens où ils sont pas quand même ils sont pas très fut-fut. Donc c'est un peu à la hauteur des pirates, quoi. C'est quand même pas des génies du piège. C'est pas des grands débrouillards, ouais. Et tu parlais de quand on écoute bien la bande son, mais il me semble qu'il y a quelque chose à souligner dans cette bande son. Bah oui, alors c'est cheap au niveau des décors, mais par contre le parc Astérix s'est offert le luxe d'avoir Emmanuel Curtil. Donc Emmanuel Curtil, bah, vous l'avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie, c'est la voix française de Jim Carrey. Et si on veut se rapprocher de l'univers Disney, c'est la voix de Simba adulte, c'est la voix de Kronk dans Kuzco l'Empereur Mégalo, et c'est la voix de Olaf, le bonhomme de neige, mais pour les chansons sur l'album de La Reine des Neiges. Et donc, comme j'ai dit, c'est la voix de Kronk, et je te laisse annoncer peut-être Alors, je vous rappelle quelque chose. Alors, ça va être un peu rude ce que je vais vous dire, mais parce que c'est complet, mais vous avez nos confrères du Studio 31, qui est le cinéma de Marne-la-Vallée, mais qui n'est pas... parce qu'à Marne-la-Vallée, il n'y a pas que le Gaumont Disney Village, il y a un autre cinéma qui s'appelle le Studio 31 et qui organise le samedi 20 avril une masterclass avec Emmanuel Curtil, avec ensuite la projection de Kuzco l'Empereur Mégalo. Alors, inutile de chercher des places, parce qu'évidemment, tout est parti en une journée, voire moins que ça. Mais donc, il faut surveiller ce genre d'événement, parce que, alors nous, on en reparlera sur nos médias, mais c'est vraiment un petit événement qui est très, très sympa. On a eu, nous, la chance, vous le savez, de faire ça avec Luc Hamet au cinéma L'Étoile à Paris. C'est vraiment d'expérience, ces artistes-là de doublage, parce que c'est vraiment des artistes, hein, il faut vraiment pas sous-estimer le travail de comédien que cela représente. Ces artistes-là sont très accessibles, ils sont bourrés d'anecdotes. Je pense qu'on va passer un grand moment samedi 20 avril, donc au Studio 31. Suivez les réseaux sociaux, notamment les nôtres. Je pense qu'il y aura des captations, il y aura des remontées, et c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, objectivement, la bande son. Alors, allez sur YouTube si vous n'avez pas l'occasion d'aller prochainement au parc Astérix. Il y a des parcours complets, hein, vous n'allez pas vous spoiler, il n'y a pas de sujet. Et écoutez ce qui se passe, c'est vraiment juste génialissime. Dans le topic de Disney Central Plaza, sur le parc Astérix et notamment toujours sur le Grand Splash. Alors, oui, il y a quelques remarques sur le fait que le budget a été très très bas. Mais la question, c'est que moi, franchement, quand je vois Cars Road Trip ou le Grand Splash remanié, je me dis que la démarche, elle se vaut en fait. C'est l'idée d'utiliser les bases d'une attraction. Cars Road Trip, bon, on est d'accord qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dedans, même si c'est toujours très très cher, puisque Walt Disney Imagineering fait payer hors de prix le moindre panneau qu'elle livre. Mais il n'empêche que ça a permis de sauver Canyon. Là, franchement, ils ont redonné vie avec un tout petit budget à une attraction qui est assez centrale dans le parc et qui méritait ça, hein, parce qu'elle était vraiment dans un état. Donc, je vous invite à aller lire les échanges qu'il y a sur Disney Central Plaza dans le topic parc Astérix. Et en fait, dans ce topic, évidemment, on parle des 35 ans, parce qu'on l'oublie, mais notre Gaulois, il est plus vieux que notre souris, en fait. Et sur le 35e anniversaire, tu as des choses à nous dire? Bah, le 35e anniversaire, donc ce sera officiellement le 30 avril.
Et du coup, en dehors de cette rethématisation du Grand Splash, il y a aussi, alors il y a des petits détails, il y a l'attraction Tonnerre de Zeus où il y avait les deux derniers rangs qui étaient mis à l'envers, ils les ont remis à l'endroit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que c'était provisoire, mais je ne saurais pas l'expliquer. Pour Halloween, alors il y a l'attraction Le Défi de César qui, pareil, commençait un peu à mal vieillir. Pour tout vous dire, il n'y avait plus toutes les pièces qui étaient disponibles pour ceux qui connaissent Le l'attraction. Défi de César, on est Donc pour d'accord la que c'est seconde l'espèce de Halloween, bateau qui. alors oui, mais à la base c'est pas uniquement ça. C'est on veut devenir Ouais, il y millionnaire avait et on passe la par base. 3 pièces. Voilà. Et donc c'est une attraction qui va devenir une maison hantée pour la période d'Halloween. Enfin pas une maison hantée, mais une maison de l'horreur, un parcours en fait hanté comme il y en a d'autres pendant la saison d'Halloween. Le défilé gaulois a un nouveau char, c'est le char hispanique avec un buste de taureau en animatronique. Donc il arrive entre le char romain et le char égyptien. Et Le défilé de Gaulois, on est d'accord que c'est une parade. c'est une parade, tout à fait, une parade qui a lieu pendant la journée. D'accord. Alors, je parlerai des nouveautés de la zone égyptienne parce que c'est vraiment les principales nouveautés qu'il y a eu aussi. Mais il faut aussi mentionner la première comédie musicale du parc qui a lieu au théâtre de Panoramix. Donc on est sur 5 séances de 30 minutes par jour. Alors, vous dire ce que ça raconte, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, et d'autant plus que, tout comme Together au Walt Disney Studios, il est interdit de prendre des photos et de filmer le spectacle. Alors, si tu me permets, Ouais. spécifiquement sur le spectacle, on a donc Gimmick, qui est donc un membre de Disney Central Plaza, qui nous dit que donc la chose suivante, là, c'est d'une durée de 30 minutes, comme tu disais, et il dit: «Je pense qu'elle va devenir un incontournable. Les musiques, les nombreux changements de décors, les costumes, les références à Disney, aux films, aux chanteurs sont tellement drôles. Les artistes sont formidables et nous font passer un excellent moment. Parmi eux, il y a notre Jimmy Océan et Maxime Guerville, et donc il nous recommande». Il finit en disant que le parc Astérix a mis la barre haute pour son 35e anniversaire et arrive vraiment à nous surprendre d'année en année. Donc, comme tu disais, il a l'air de dire que ce spectacle est vraiment. Après, chez Parc Astérix, il y a toujours eu des très très bons spectacles. Alors, Le Main basse sur la Joconde était juste ouais. ahurissant. Hein. Je suis d'accord avec toi sur Main basse sur la Joconde. Par contre, l'opinion qui revient très souvent, c'est que les spectacles, en termes de qualité, et encore une fois, on parle vraiment du parc Astérix indépendamment d'un autre parc, les spectacles, généralement, ils sont loin de faire l'unanimité, notamment ceux au théâtre de Panoramique. Donc là, on parle vraiment d'un spectacle qui, au contraire, en termes de qualité, fait l'unanimité. Ça, ce sera toujours un débat. On est tout à fait d'accord que Main basse sur la Joconde, c'est exceptionnel, et je crois qu'il se joue toujours. D'ailleurs, il avait disparu, et puis il a tellement été réclamé qu'il me semble qu'ils l'ont remis. Mais en tout cas, ouais, là, on est sur un nouveau spectacle qui fait l'unanimité. C'est un bon point pour le parc, notamment pour les 35 ans. Et donc, je termine sur les nouveautés des 35 ans du parc Astérix avec la zone égyptienne qui est vraiment, à mon goût, la zone la plus réussie du parc. Donc, on a un nouveau restaurant de type fast-food qui s'appelle Pose Kebab. On a quand même 140 places assises. Il y a un menu très restreint avec kebab, frites, boissons à 15 €. Alors, pour vous donner une petite idée, je me suis renseigné, on est à environ 5-6 € de plus qu'un menu que vous allez avoir dans un fast-food en ville ou près de chez vous. Pour les enfants, c'est 11 €. Et bon, le point négatif que j'ajouterais à ce restaurant, c'est que pour les végétariens, ils doivent se contenter d'une salade végétarienne à l'italienne. Et pour les desserts, on est sur des desserts italiens ou des donuts. C'est un peu dommage parce que la cuisine végétarienne orientale, elle est très réputée. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Mais voilà, néanmoins, ça peut faire l'affaire. Un petit détail, donc, c'est qu'en rapport avec la nouvelle attraction, la tour de Numérobis, ils ont renommé la petite attraction qui est à côté d'Osiris qui s'appelait SOS Numérobis. Alors, pour éviter qu'il y ait une erreur au niveau des visiteurs, ils l'ont renommé SOS Tournevis.
Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que le parc Astérix, pour ceux qui ne connaissent pas, quand il y a une grosse affluence, il y a des coins où c'est difficile parfois de savoir pour quelle attraction on fait la queue, on peut s'y perdre. Moi, j'y suis retourné au mois de décembre dernier. J'ai voulu faire Toutatis, qui était la grande nouveauté, et je me demandais si je faisais pas la queue pour la Trace du Roi, parce que, encore une fois, la gestion des flux est assez compliquée parfois au parc Astérix. Et donc, une nouvelle attraction, la tour de numéro 10. Alors, c'est une attraction de type Star Flyer, donc c'est des chaises volantes à 40 mètres de haut sur un mât très fin. Et ça veut dire que les chaises qu'il y avait dans la zone de Paris ont été enlevées ou elles y sont encore? Non, elles sont toujours en place par contre. Ils ont peur de rien au parc Astérix. Ouais, et ce qui est dommage avec la tour de numéro 10, c'est que en fait, il y a eu pas mal de points négatifs qui sont revenus. Alors en dehors des pannes du début, enfin du lancement de l'attraction, c'est qu'une fois que vous arrivez tout en haut, vous y restez en fait. Il n'y a pas de descente et de remontée au fur et à mesure. Et du coup, passer 20 secondes, c'est très répétitif. Et on alterne entre la moitié du tour où on voit le parc, donc ça c'est tout l'intérêt de l'attraction, et l'autre moitié où on voit l'autoroute, les champs, les magnifiques champs de Picardie, je crois. Donc c'est pas très passionnant. Et un détail qui n'en est pas un, c'est que une fois le tour terminé, vous redescendez, et une fois arrivé en bas, la tour continue de tourner tant que vous ne retrouvez pas votre place initiale. Et on parle là quand même parfois de 20 à 30 secondes de perte de temps une fois que vous êtes en bas. Et en termes de gestion des flux, ça peut être problématique parce que l'accès à l'attraction, en fait, pour ceux qui connaissent Orbitron, par exemple, vous passez par une porte et après vous rejoignez votre fusée, comme ça. Là, la tour de numéro 10, c'est vraiment vous vous placez tout autour et vous allez à votre siège. Et en fait, votre siège revient à sa place initiale. Je ne sais pas pourquoi c'est précisément comme ça, d'autant plus qu'apparemment, les affaires que vous mettez, toutes les affaires sont dans un casier, donc dans un seul et unique casier pour tout le monde. Donc ça, c'est une petite perte de temps, mais sinon, c'est une attraction qui a l'air quand même de beaucoup fonctionner en termes d'affluence, que je trouve assez normal. Alors sur Disney Central Plaza, on relie notamment donc toujours Gimmick mais également Vélociraptor. Alors les pseudos des membres du forum sont toujours amusants. Vélociraptor qui nous dit la même chose que toi concernant la tour, qu'elle enchaîne quand même les problèmes techniques et que, alors que c'est une nouveauté, elle est souvent en panne et souvent arrêtée. Gimmick nous dit la même chose. Et donc voilà. Pour finir, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les... Pour les 35 ans de parc Astérix, c'est bon pour moi. D'accord. Donc moi, pour finir donc sur ce sujet-là, je vous invite à lire le compte rendu. Alors déjà tout le topic qui est donc sur Disney Central Plaza, mais également le compte rendu de Mac Callister, un de nos membres, qui fait un compte rendu d'une journée type qu'il a passée. Donc vous allez voir, il parle sans filtre, et c'est plutôt positif ce qu'il explique. Il dit là encore que je vous citerai juste ça, la tour de Nubérobis est très capricieuse, beaucoup de mal elle a à enchaîner les tours sans arrêt technique, parfois court, mais très très fréquent. D'ailleurs, elle n'a pas terminé la journée, elle a été arrêtée en cours de journée où il y était. Et il a un conseil. Alors, vous savez que ça fait beaucoup de débats chez Disneyland Paris, la mise en place des DPA, qui ont remplacé les fast-pass, payants évidemment. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui existe partout ailleurs, et notamment au parc Astérix. Ça s'appelle le Philotomatix. Et lui explique, alors je vous laisserai aller lire, il a écrit un long post, pardon. Il conseille de prendre le Philotomatix bronze, qui coûte juste 15 €. Il dit que c'est quand même quelque chose qui permet d'optimiser son passage aux attractions et sa journée, et que pour un investissement assez limité, parce que c'est que 15 €, il le conseille fortement. Donc voilà, je voulais juste vous inviter à aller lire le topic, et ça vous permettra de voir déjà peut-être d'avoir envie
de venir partager votre avis sur Disney Central Plaza et également de voir que les fans Disney ne sont pas du tout, disons, réservés vis-à-vis du parc Astérix et c'est un parc qu'ils apprécient plutôt et moi je trouve ça bien. Moi, à titre personnel, le parc Astérix, je le trouve très très bien, mais lorsqu'on a des adolescents. Pour le moment, lorsqu'on a des enfants en bas âge ou des enfants avant l'adolescence, je trouve qu'on a peu de choses à faire. Alors peut-être, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je peux me permettre 2 petites dernières Bien remarques? sûr. C'est que la tour de numéro 10, ça peut vraiment plaire aux fans Astérix comme aux fans du parc Astérix, notamment pour la fin de sa file d'attente qui apparemment, regorge de petits détails à la bande dessinée, mais aussi au parc où on peut voir des plans, dans le style de numéro 10 d'attractions qui n'ont jamais vu le jour, mais qui étaient prévues au parc Astérix et de projets à venir. Donc ça peut être intéressant. Et deuxième remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça s'adresse beaucoup plus aux adolescents et je trouve dommage qu'une attraction comme Epidemic Croisière aujourd'hui soit délaissée alors que c'est pour moi l'attraction vitrine de l'univers d'Astérix au sein du parc. Mais j'ai appris récemment qu'apparemment il y avait eu quand même quelques ajouts de décoration dans cette attraction-là aussi pour les 35 ans. Voilà. Bien, Mégane, écoute, je te rends la parole parce que je pense qu'on a fait un tour. Mais on n'a pas lu le chat, alors peut-être y a-t-il des choses, Merci beaucoup. Moi, je voulais juste saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le chat. Il y a Céline, il y a Supertaupe, il y a JD Lachance, il y a Gan. Merci beaucoup d'être là, de nous avoir fait coucou dans le chat. Et merci à vous pour ce très beau sujet sur les 35 ans du parc Astérix. Si vous deviez juste en un mot me dire si ces 35 ans sont à la hauteur, oui, non. Je te laisse, Corentin, je te laisse finir. Moi, je dirais juste Ouais, que oui. En tout cas, moi, le parc Astérix, déjà, le fait qu'il ait une nouveauté par an, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Le fait qu'il fasse vraiment des efforts de thématisation en lien avec les BD, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. De ce que je lis, il a vraiment réglé ses problèmes d'insécurité et donc le climat dans le parc s'est totalement apaisé. J'ai énormément d'amis qui sont devenus des fans, qui prennent des passes saison et compagnie et je ne sais pas vous, mais moi les hôtels me font très, très envie et le Lutèce, par exemple, est quelque chose. Moi, le dernier séjour que j'ai fait, je l'ai fait aux 3 Hiboux. Il faut absolument que j'aille faire, le Lutèce parce que c'est quelque chose qui me donne très envie. J'aimerais le faire avec des ados, donc j'attends que concrètement, les enfants autour de moi grandissent un peu pour les emmener, histoire que, voilà, parce que, une fois encore, je pense que pour les enfants, c'est un peu limité, contrairement à un parc comme, Disneyland Paris. Mais globalement, c'est quand même un parc qui, moi, me fait très, très envie et je suis enthousiasmé de savoir qu'à 35 ans, il a encore toute cette vigueur et ces Et nouveautés à toi, offrir. Corentin, en un petit mot, tu penses que les 35 ans sont à la hauteur? Alors, oui. Alors déjà, je te rejoins, ne serait-ce que visiter les hôtels, c'est un vrai plaisir. C'est un peu comme visiter les hôtels Disney, c'est un petit moment de calme et ils sont très agréables à voir. Les quais de vitesse, on croit même pas voir un hôtel tellement c'est fou de réalisme. Et oui, moi je trouve qu'on a quand même un spectacle qui fait l'unanimité. On a une attraction qui peut s'adresser à un grand public tant qu'on n'a pas le vertige, et une thématisation d'une attraction qui était quand même très populaire, très familiale. Je trouve que pour des 35 ans, c'est vraiment le travail est amplement fait. C'est que du positif. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut clore ce sujet. On te retrouve dans un petit instant, Corentin, pour revenir sur le sujet Disneyland Paris. Et Laurent, je te garde avec moi pour balayer l'assemblée générale des actionnaires Disney, si tu veux bien. D'accord, avec plaisir. Alors juste, qu'est-ce que c'est une assemblée générale? Une assemblée générale, c'est un mouvement, important dans une entreprise qui était cotée en bourse. C'est là où effectivement on réunit tous les membres, les actionnaires qui ont, une action de l'entreprise pour leur demander leur avis sur, la politique à suivre, sur la constitution du conseil d'administration et cetera. Donc évidemment, ce sont souvent
parce que tout cela est noyauté par les actionnaires majoritaires. C'est-à-dire que souvent ils s'entendent avant et évidemment, bah, c'est une litanie de propositions, de nominations, de trucs, de machin ou qui te passent et en fait, on enregistre les votes des actionnaires, mais comme les actionnaires majoritaires se sont mis d'accord avant, bah, tout cela est écrasé et il n'y a pas aucun suspense. Et donc cette année, il y a eu pas mal de suspense parce qu'il se trouve que pour faire une histoire longue, une histoire courte, vous savez que bon, donc Bob Iger, qui est le président de Disney, qui est revenu à sa place puisque après il avait organisé une succession qui a fait chou blanc avec Bob Chapek, qui a fait énormément de mal à la compagnie Disney. Et donc, il est revenu un petit peu en sauveur pour essayer de remettre de l'ordre chez Disney, qui était vraiment dans une phase qui n'allait pas. Et le problème, c'est que là, il s'est passé entre le Bob Iger d'avant Chapek et le Bob Iger après Chapek, il s'est passé quelque chose, il s'est passé sa succession ratée. C'est-à-dire que Bob Iger a perdu de sa superbe et a perdu un petit peu la confiance des actionnaires. Et il se trouve que parmi les actionnaires, il y a des fonds de pension et 2 fonds qui sont notamment un qui est très important, qui est le fonds Trian, qui est donc mené par un activiste qui s'appelle Nelson Peltz et qui lui veut absolument s'inviter au conseil d'administration pour alors il a mené quelque chose qui est absolument ahurissant, une campagne qui s'appelle Restore the Magic. Alors pour les plus connaisseurs de ce dossier, elle est maligne cette campagne parce qu'elle rappelle une ancienne campagne qu'avait menée en son temps Roy Disney, le neveu de Walt, pour virer Michael Eisner de la compagnie, de la tête de la présidence de la compagnie. Et en fait, Roy Disney, avec sa campagne Save Disney, est arrivé à faire virer Michael Eisner. Et c'est en faisant virer Michael Eisner que Bob Iger, qui était en fait son bras droit, est devenu président de la Walt Disney Company. À l'époque, il était là juste pour assurer l'intérim. Il a tellement fait ses preuves qu'il a été maintenu et qu'il a fait grossir la compagnie jusqu'à ce qu'il décide donc de passer la main, d'organiser sa succession, qu'il décide de nommer Bob Chapek et Bob Chapek a pas du tout fait ce qu'il fallait et a complètement ruiné son passage, si bien que Bob Iger est revenu aux commandes, sauf que il est plus vieux, il a peut-être moins le feeling et puis là il doit faire face à des opposants au sein des actionnaires, dont ce fameux Nelson Peltz. Il faut savoir que il y a une bataille éditoriale et politique derrière. C'est un réactionnaire, c'est un peu l'équivalent d'un Bolloré chez nous, quoi. Donc vous avez qui veut absolument laminer toute la politique d'ouverture, d'inclusion de Disney. Et donc l'un des signes qui a marqué l'AG de cette année, c'est que jusqu'à présent, ça passait comme une lettre à la poste. Concrètement, les AG étaient en céphalogramme plat, toutes les décisions proposées par la direction étaient votées, etc. Là, en fait, il y a eu une grosse action de lobbying de Bob Iger avant, alors qui a porté ses fruits, hein, parce que tout est passé à 95%. Les fonds de pension qui voulaient absolument rentrer au conseil d'administration n'ont pas été élus. Tout cela a été laminé. Bob Iger a récolté 95% des voix, donc il n'y a pas eu la maison n'a pas tremblé tant que ça. Mais pour autant, pour moi, c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'en fait, quand on voit jusqu'à présent, Bob Iger pliait le game, c'est-à-dire concrètement, il n'y avait pas de concurrence. Là, il a dû batailler ferme pour évacuer la menace. Et la menace, elle est réelle. C'est-à-dire que si des gens, comme j'ai cité le fonds Trian, venaient au pouvoir, eux, ils veulent vendre la Disney Company par appartement. Ils veulent se séparer des parcs, des Disney Cruise Line, etc., etc. Ils veulent faire simplement une machine à cash. Donc, il y avait un vrai risque. Et donc, ce qui est important à voir, c'est que maintenant, de cette Assemblée générale, même si l'orage est passé, que le conseil d'administration a été réélu et que Bob Iger conserve la direction, il faut absolument qu'il organise une vraie succession, qu'il trouve un vrai successeur et que The Walt Disney Company redevienne une stabilité qui lui permettra de remonter
son image, de remonter son cours d'action et d'avoir une vision dans le long terme. Bob Iger, quoi qu'on dise maintenant, n'est plus l'avenir de la Walt Disney Company. Il a été un excellent PDG, mais là maintenant, il est temps qu'il organise sa succession et je pense que la crise qui s'est passée à l'assemblée générale démontre l'urgence, à mettre en place cette succession et je pense que ça va arriver. Alors 2 choses pour finir, rapidement sur l'assemblée générale puisque je voudrais pas tenir, trop longtemps là-dessus. 2 choses amusantes. Déjà, il faut savoir que les assemblées générales sont, diffusées, hein, sur le web. Vous pouvez y assister, donc c'est très marrant. Et surtout, il y a, comme ça avait été le cas, c'était le cas pour Disneyland Paris, il y a une séance de questions-réponses. Alors c'est très marrant de voir Bob Iger répondre à des questions d'une naïveté ahurissante. Que souvent, c'est les petits actionnaires qui leurs questions sont tirées au sort et donc vous avez des questions du style: «Est-ce qu'il va y avoir la Reine des Neiges 4?» Donc vous avez le PDG qui répond, et qui va répondre ça et cetera. Et il y a quand même parmi toutes les questions qui faisaient un peu service après-vente Disney, c'est toujours amusant de voir Bob Iger, d'ailleurs il commence toujours alors que là, souvent les questions sont presque risibles et surtout pas à la hauteur de l'enjeu. C'est amusant parce qu'il est très américain, puis il répond toujours: «Oh, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée» et cetera. Il remercie la question alors qu'au fond de lui, il doit se dire: «Oh là là, qu'est-ce que je fais là?» Mais il y a quand même une question intéressante qui a été posée, c'était vis-à-vis d'Universal et la concurrence, des parcs Universal en Floride et on a appris 2 choses, là-dessus. 1re chose, il a rappelé que pour lui, tout ce qui avait été ouvert de nouveau à Walt Disney World et que la vision de Disney, c'était d'ouvrir des choses année après année et pas faire comme Universal, c'est-à-dire d'ouvrir un parc d'un coup. Eux, ils préfèrent rajouter par touche année après année pour en fait toujours donner et entretenir la flamme et l'envie de revenir. Il a insisté sur le succès, des nouveautés, notamment Avatar qui ne désemplit pas, Galaxy Edge. Et il a également, annoncé quelque chose. Grosso modo, on a compris qu'il avait enterré la hache de guerre avec DeSantis, le, gouverneur de la Floride. Vous savez qu'il y a eu des grosses bisbilles entre Disney du temps de Chapek, puis ensuite avec Bob Iger et le gouverneur de la Floride qui est un pro-Trump et qui voulait, vraiment entraver, Walt Disney World. Et en fait, grosso modo, on comprend, dans ce qu'il a annoncé que, la hache de guerre était enterrée et que maintenant ils avaient une vision de gagnant-gagnant et que Disney allait réinvestir massivement en Floride et avec l'assentiment, du gouverneur. Donc je pense que toute la crise qui a pu y avoir est derrière nous et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des gros sujets quand même en Floride. Walt Disney World a passé des moments un peu difficiles. La concurrence, quoi qu'il en dise, va devenir de plus en plus, rude et que même si on peut comprendre qu'ils n'ont pas la même vision qu'Universal, il n'empêche qu'ils ont maintenant un gros concurrent, et qu'il faut absolument que le temps qui était passé à se battre contre l'administration, trumpiste de Floride, ce temps-là, il le passe à développer les parcs et compagnie. Donc voilà, j'ai fait une vision, un peu raccourcie, mais je peux que vous inciter, lors des assemblées, les prochaines assemblées, à faire l'effort de vous connecter, de les suivre parce qu'on apprend toujours plein de petites choses intéressantes et c'est amusant de voir, comment vit une société de la sorte qui, j'imagine que les assemblées générales de Total ou de Carrefour sont moins amusantes que celles de Disney et c'est toujours très intéressant à Alors voir. Laurent, on a Voilà. une question de Céline qui demande s'il y a des favoris pour remplacer Bob Iger. Alors il y a des favoris, je vais pas en citer parce que moi j'aime pas les paris. Là, ce que je peux dire, c'est qu'on sait maintenant ce qu'il ne faut pas. Et concrètement, ce qu'il ne faut pas, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas Hollywood. L'une des graves erreurs de Bob Chapek, outre le fait qu'objectivement il était pas bon, enfin le poste était trop gros pour lui. Peut-être qu'à son poste précédent il était bon, il n'empêche qui était les parcs, il n'empêche qu'à la tête de la Walt Disney Company, il a quand même réussi le tour de force de se fâcher avec Hollywood. Il faut absolument quelqu'un, qui maîtrise Hollywood. On peut pas se contenter,
d'un profil 100 parc, comme c'était le cas de Chapek. Et je pense que ça, Bob Iger l'a bien compris et que son entourage l'a bien compris aussi. Il faut quelqu'un qui est. Il faut savoir que Bob Iger, lorsqu'il a été nommé, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il a pris la suite de Michael Eisner qui a été viré suite à la campagne Save Disney. Il devait être là vraiment de façon temporaire. C'est quelqu'un qui vient de la télévision, hein, c'est quelqu'un qui a dirigé ABC, etc. Donc lui, il est venu de la télévision et ensuite le cinéma, etc. Et il s'est converti au parc. Je pense que c'est le bon profil. Il faut ce genre de choses et idéalement, il faut un binôme. La meilleure des solutions, c'est quand même le duo qu'il y avait eu avec Eisner et Frank Wells, ou si je remonte encore plus haut, Walt Disney et son frère, c'est-à-dire un artiste et un financier. C'est ce qu'il faut maintenant à la Walt Disney Company. Mais moi, je préfère pas donner de nom, même si je mettrai quelques piécettes sur On un ou a deux. Zouzou dans le chat qui nous dit: «Moi, je verrais bien Dana Wayden, ce serait la première femme PDG Disney». Bah, écoute, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, oh, je vais peut-être choquer, les gens, mais est-ce que Disney est prêt à nommer une femme à sa tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste une boîte, outre le discours d'inclusion et cetera, si on le met de côté, ça reste une boîte, quand je vous parlais de l'assemblée, tous ceux qui se sont battus, on n'a pas vu de femmes, hein. Vous avez Bob Iger a eu le soutien d'ailleurs de Michael Eisner, qui a eu le soutien de George Lucas. Je rappelle que George Lucas est le premier actionnaire de Disney, etc., etc. Nelson Peltz et son fils, c'est des mecs. Il y avait un autre fonds que j'ai noté quelque part, qui était le Blackwell Capital, qui pareil. Vous voyez, c'était quand même un environnement très très masculin. Donc, bah, ça serait une nouvelle intéressante, en tout cas. Merci beaucoup Laurent pour, ce topo Merci à toi. vraiment très intéressant et très complet. J'espère que toutes les personnes qui nous suivent ont apprécié, à la fois d'avoir balayé les 35 ans du parc Astérix et désormais, l'assemblée générale, que vous en avez appris un peu plus, que vous connaissez un peu mieux les tenants et les aboutissants, puisqu'au final, cette assemblée générale a des répercussions vraiment à tous les niveaux, pas seulement pour le cinéma ou pas seulement pour les parcs. C'est vraiment très complet et très complexe. Et j'ai une dernière question qui me vient. Tu nous disais que ça pouvait être, vraiment intéressant de suivre les assemblées générales. C'est des assemblées qui ont lieu chaque année ou elles sont un peu plus récurrentes que ça? Alors, elles ont lieu chaque année. Il peut y avoir des assemblées extraordinaires, mais c'est quelque chose de très, très rare. Mais elles ont lieu chaque année. Elles n'ont pas fatalement, toutes des enjeux comme ça a été le cas là. D'accord. Même si, je mets un peu de suspense puisque Nelson, Peltz, a dit que, grosso modo, c'était raté cette fois-ci, mais qu'il reviendrait et qu'il a démontré, la pertinence, de ces attaques puisque un certain nombre de décisions qu'il avait souhaitées ont été mises en place par Disney et ont fait remonter le cours de l'action. Alors là, il s'est, à mon avis, tiré à lui une couverture qui n'est pas réelle, mais c'est des gens c'est des gens qui ont le sens de la com et qui arrivent à faire passer des idées. Objectivement, bon, mais je pense qu'il va revenir, hein, et c'est encore des fonds qui veulent, et pour nous fans, c'est très, très si ça devait arriver, c'est des choses très, très graves, hein, parce que la vente par appartement de Disney est la mort de Disney, hein, clairement. Et ce sera un démantèlement, significatif. Voilà, bah, il se passerait ce qui a failli se passer dans les années 80 avant l'arrivée de Michael Eisner, lorsque les mêmes, c'était des raiders, hein, qui voulaient absolument prendre la tête de Disney. Et à l'époque, encore une fois, Roy Disney a fait ce qu'il fallait pour que Michael Eisner arrive à la tête et consolide la société en un seul bloc. J'espère qu'on va pas vivre ça, parce que ça serait juste gravissime pour nous, les fans. On a Super Top qui nous remercie pour ce cours magistral, Laurent.
Pardon, j'espère que j'ai pas été trop, mais c'est quand même des sujets un peu Oui. compliqués. J'ai essayé de vulgariser. J'espère que j'ai pas été trop, soporifique. Je suis Non, désolé si ça a été c'est le pas cas. du tout soporifique, c'est très intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet complexe et peut-être que c'est un sujet qui demanderait qu'on s'attarde un peu plus dessus le jour où, il y aurait vraiment beaucoup à dire. On pourrait le vulgariser, au maximum et prendre le temps de balayer à la fois qui sont les membres, qui sont les dé enfin, comment sont prises les décisions, quelles conséquences il peut y avoir et cetera. Si jamais c'est un stream qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous le dire à la fois dans le chat ou sur le sujet dédié sur Disney Central Plaza. Comme ça, on organisera ça et cette fois, Laurent pourra vous faire un vrai cours magistral sans avoir besoin de le faire en version accélérée. En tout cas, je te Merci à tous, remercie hein. très, très sincèrement de nous avoir expliqué, un peu plus les tenants et les aboutissants de cette assemblée générale, les risques qui sont encourus pour, la Walt Disney Company et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à suivre l'actualité pour voir si, Bob Iger sera remplacé par qui et dans combien de temps. Exactement. Ben, je vous souhaite une bonne suite d'émissions et j'ai été ravi d'être avec vous pour ce début. Merci beaucoup, merci Laurent, très bonne soirée à toi. Bonne soirée à Et tous. du coup, on va accueillir maintenant Corentin, Virginie et Marine pour revenir sur le sujet de Disneyland Paris, à savoir un fait d'actualité qu'on va anticiper légèrement puisque nous allons parler de la journée de demain, le 12 avril, qui sera consacrée étant une date anniversaire, aux 32 ans de Disneyland Paris. Bonsoir à toutes les deux. Rebonsoir Corentin, merci de nous rejoindre pour parler de cette journée. Bon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, le programme pour l'instant est assez léger en termes d'annonces. On sait que demain auront donc lieu les 32 ans. Ça reste quand même une plus petite journée. On ne parle pas d'un anniversaire d'envergure comme ce qu'on a pu connaître pour les 25 ans ou les 30 ans. Là, Disneyland Paris ne se mouille pas trop, nous annonce une petite journée sympa avec quelques points d'activité. Est-ce que déjà, vous y serez? Non. Alors moi j'ai prévu Moi d'y je serai à la journée. On va commencer par toi, Corentin. Dis-moi si tu y seras. Moi, je n'y serai pas, donc voilà. Ok, Virginie? Alors moi j'y serai, mais j'y serai en tant que visiteur, puisque là en fait la particularité de la journée de demain, c'est qu'elle est plus orientée sur des animations et des activités qui vont concerner les médias et une partie des ex-clubs actionnaires d'Euro Disneyland, et puis aussi une partie des cast members. Donc, c'est surtout des activités qui sont orientées sur un certain public, mais pas sur l'ensemble du public. Donc, moi, je ne serai pas dans cette partie-là. Et toi, Marine? Du coup, moi, j'ai maintenu ma journée malgré les informations que vient de donner Virginie. Donc, je vais venir traditionnellement le 12 avril quand même, profiter de ma petite journée. Et je vais peut-être l'écourter un petit peu, du coup. C'est vrai qu'il y a une grosse place qui est donnée aujourd'hui à la communauté influente de Disney. Quand je parle de communauté influente, je vais bien au-delà juste des insiders, qui sont les influenceurs nommés par Disney. Il va y avoir sûrement beaucoup de stars, il va y avoir des médias comme on peut le voir à chaque lancement de saison. Mais au-delà, ça reste quand même une journée incontournable quand on est fan, je pense, et vous avez bien raison d'en profiter, les filles. J'espère en tout cas que vous allez bien vous amuser et profiter de cette journée. Alors, parmi les annonces qui ont été faites cette fois davantage les animations dont tu parlais, Virginie, plus pour la presse et les influenceurs, il va y avoir à partir de 14h à Studio Theater dans les Walt Disney Studios un anniversaire qui sera célébré et notamment des informations qui vont être communiquées. On n'en sait pas plus pour l'instant, on sait que ça va concerner les projets en cours à Disneyland Paris. On espère des petites informations sur l'avenir des Walt Disney Studios. Qu'est-ce que vous attendez? Qui veut prendre la parole en premier? Moi, je veux bien. Vas-y, je t'écoute, Marine. Alors, je pense que tout le monde a dû voir la
dernière petite vidéo que Disneyland Paris a sortie avec le Lapin Blanc. Donc je suppose que demain sera annoncé officiellement aux médias la date, de lancement du show sur Alice au Pays des Merveilles à l'ancien Stan Show et du coup, on doit attendre le 13 malheureusement pour les gens lambda, on va dire, pour avoir la date, mais du coup, je pense quand même que ça, c'est une information qui sera donnée. J'en profite pour, rebondir là-dessus, mais il va y avoir également, sur cette date, le 12 avril, la présentation des costumes, au centre de convention, pardon, de l'hôtel Disney Newport Bay Club. La présentation du coup des costumes, de la musique, des accessoires, on en saura un peu plus sur ce spectacle. Corentin, est-ce que tu as des petites, envies et attentes demain parmi les communications qui peuvent être faites? Eh ben moi, même si je n'y serai pas, j'ai forcément des attentes. Évidemment, ce qui va revenir, c'est effectivement la date de début du prochain spectacle, Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, puisqu'il me semble que c'est vraiment la principale dernière nouveauté qui va arriver cette année. Et il faut aussi citer le nouveau nom des Walt Disney Studios. Alors, c'est aussi un sujet sur lequel vous pouvez retrouver un véritable débat, un véritable échange sur le forum Disney Central Plaza. Mais j'attends pas vraiment de grandes nouveautés. On parle beaucoup d'un nouveau land. Est-ce que ça va être du Star Wars? Est-ce que c'est du Royaume? Moi, je suis pas certain qu'on va avoir une annonce là-dessus. Merci beaucoup. Et toi, Virginie? Alors bon, moi je trouve déjà que c'est pas si mal d'avoir demain un événement média, dans le sens où c'est qu'un 32e anniversaire et qu'effectivement, en dehors des années en 30 ou en 35 ou en 25, 20, etc., en 0 et 5, il n'y a pas souvent quelque chose à Disneyland Paris. Donc déjà, c'est pas si mal de faire quelque chose. Je pense que c'est pas innocent, c'est parce qu'il y a des travaux en cours et que du coup, il y a une conférence à 14h qui va effectivement probablement parler du nouveau spectacle sur Alice et la Reine de Cœur. Mais je pense aussi qu'il y aura peut-être une présentation de quelques concept art de ce qui avait déjà été annoncé pour les studios, notamment peut-être sur l'attraction Réponse, ou aussi encore quelques avancements sur la zone Frozen. Et évidemment, comme tout le monde, sur Disney Central Plaza, j'ai un peu participé aux spéculations sur le futur nom des studios, des Walt Disney Studios, puisque a priori, ils changeraient de nom avec l'arrivée de ces nouvelles zones. Donc peut-être, alors je ne suis pas sûre que ce sera demain, mais peut-être qu'il y aura une annonce de ce côté-là. Et puis, il y a tout de même d'autres animations dans la soirée, parce qu'il va y avoir un au revoir à partir de 23h au Studio 1, donc qui va être modifié et donc inaccessible pendant une grande partie de l'année 2024 et peut-être encore jusqu'en 2025. Donc, du coup, peut-être qu'on aura des concept art du nouveau restaurant, de cette partie-là. Je trouve que pour un 32e anniversaire, c'est pas si mal. Côté visiteur, il y a une sortie demain, tout de même, merchandising, notamment un Loungefly spécial, un sac Loungefly spécial Disneyland Paris qui sort ce jour-là. Donc, ça marche toujours très bien, les sacs Loungefly. Et puis, sur le thème du château. Donc, voilà. Et puis peut-être, moi, ce que j'attends en particulier, peut-être un Magic Shot, puisque en fait, tout de même, pour les anniversaires, pour des dates un peu spéciales, ils nous mettent parfois un Magic Shot anniversaire. C'est vrai qu'on retrouve souvent des Magic Shots. Je pense à celui qui a été mis exceptionnellement pour l'anniversaire de Mickey, notamment. On en retrouve comme ça ponctuellement, ou même quand il y a des sorties cinéma, des fois, on a des petites avant-premières et ça apporte beaucoup d'animation dans le parc. C'est vrai qu'il faut soit acheter la photo, soit avoir un photopass pour pouvoir en profiter. Mais c'est toujours un plus qui crée un souvenir qui marque la journée. Et comme toi, j'adore faire ce genre d'animation et j'espère qu'il y en aura un demain. Par rapport au Loungefly, je rebondis sur ce que tu as dit. Il est très, très beau. Et d'ailleurs,
il y avait, comment dire? Ça fait plaisir d'avoir enfin celui de Disneyland Paris, le Launchfly du château de Disneyland Paris, puisque celui qui avait été proposé, en comment dire? En version, heu, à Disneyland, Resort, s'était écoulé et aujourd'hui est très, très rare. On ne le trouve plus, il s'arrache à prix d'or, il est magnifique. On s'était demandé aussi, très longtemps si on allait avoir le nôtre et finalement il arrive pour ce 32e anniversaire. Pourquoi? Bonne question, parce que comme tu l'as dit, c'est pas un événement enfin le 32e anniversaire n'est pas spécialement remarquable comme, date ou comme âge finalement, mais mais il est vraiment très, très, très beau. Ça fait plaisir d'avoir une sortie, merchandising, enfin produits dérivés comme ça et surtout ça fait venir des visiteurs puisque mine de rien, ça va attirer tous les collectionneurs. On va pas se voiler la face. Si j'étais plus proche, j'y serais allée juste pour ça et d'ailleurs, je rebondis sur ce que me dit JD Lachance: «N'achète pas ce Launchfly, tu en as déjà trop». Celui-ci, si je peux le mettre dans ma collection, je n'hésiterai pas, il est vraiment magnifique. Pour embrayer sur ce que tu disais, c'est vrai que demain, si on peut avoir des concept art, ce serait génial, mais justement, Disneyland Paris anticipe un petit peu la fermeture de Studio 1 puisque ça va fermer à la fin du mois d'avril pour une très, très longue période. Ce sera l'occasion de créer une soirée un peu nostalgie, de dire au revoir et de prendre les dernières photos. Bon, cette fois, c'est vrai que ces dernières photos seront davantage, liées à ce groupe d'influence, mais tous les visiteurs présents pourront en profiter pour saluer une dernière fois. D'ailleurs, ce sera l'occasion et je vous l'annonce en un peu en avant-première, mais d'un futur, live Chronique Disney qui sera consacré au Walt Disney Studios. On reviendra vers vous avec la petite date, mais on va à notre façon rendre hommage à Studio 1 également et donc je pense qu'on a tous, des souvenirs, dans ce lieu emblématique des Walt Disney Studios. Est-ce que comme Virginie, vous pensez qu'il y aura des annonces un peu plus liées au concept art et à un nouveau nom, Corentin? Je pense qu'on peut alors des concept art, oui, je pense parce que c'est facile à mettre en place, c'est facile à publier. Le nouveau nom, alors le nouveau nom du studio 1 ou du parc, Walt Disney Studios? Non, le nouveau nom des Walt Disney Studios. Je pense que c'est Alors, un peu tôt pour pour moi savoir comment sera transformé Studio 1. ah oui, oui, bien sûr. Pour moi, oui, demain, on devra avoir l'annonce du nouveau nom. Je trouve que ce serait le meilleur moment de toute façon, puisque faut pas oublier que si c'est les 32 ans, du Disneyland, Parc et de Disneyland Paris en général, ce sera, enfin, c'est pas demain exactement, mais mine de rien, on fête aussi les 22 ans, des Walt Disney Studios, donc on peut faire un tout en un. Et je rajouterais aussi que pour la soirée dans le studio 1, il faut s'attendre aussi à la présence de certains personnages. Et ces derniers temps, je trouve quand même que Disneyland Paris a fait des efforts sur des events un peu particuliers, de sortir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je pense que ça peut être une belle surprise demain. Merci beaucoup. Oui, Marine, tu veux ajouter? Moi, je suis pas certaine qu'on ait le nom des studios, les nouveaux noms des Walt Disney Studios demain. Ça aurait été plus logique de l'annoncer au prochain anniversaire des Walt Disney Studios. Est-ce que Mais c'est ça pas un peu repousse trop en dans le avance? Mais oui, en tout cas, pour les concept art, je suis plutôt d'accord, ce serait quand même cool qu'ils nous en montrent un petit peu. Mais le nom du studio, je trouve peut-être c'est un peu tôt. Mais je me trompe sûrement, je sais pas. Moi, je sais pas s'il y a toujours un gros événement de prévu pour l'anniversaire des Walt Disney Studios, comme il peut y avoir pour le resort en général. Mmh. Donc c'est pour ça, sachant qu'il va y avoir demain, enfin, je pense encore une fois, mais l'annonce de la date de début du spectacle de Alice et la Reine de Cœur, qui aura lieu au Walt Disney Studios, je pense qu'effectivement, les principales nouvelles concernent ce parc-là. Peut-être qu'il y aura le nom demain. Après, Oui, mais ça me paraît aussi logique qu'ils le donnent pas demain non plus. Hein, ça. vu que les travaux sont pas encore tout à fait, finis pour la globalité des studios, pour moi, ça me paraît plutôt logique d'attendre et vu l'ampleur du changement qui est apporté au parc, ce serait quand même
très Mmh. sympathique de l'annoncer le jour de l'anniversaire de ce parc-là et pas de parc, Disneyland. Ça serait un peu plus logique, mais bon. Ça semble logique, ouais. Ce serait génial quand même d'avoir des premières pistes d'informations sur la transformation des studios, hein, parce que je pense qu'on est tous très curieux de savoir comment est-ce que ça va être finalement, parce que c'est, c'est un endroit dans lequel on a tous des souvenirs. Je pense que vous êtes tous capables de m'en citer au moins un et ça va radicalement changer, la face des Walt Disney Studios. Moi, personnellement, je suis hyper curieuse de savoir ce qui nous attend. Peut-être que vous aussi? Je suis très, très curieuse. Je suis à la fois triste de la disparition du Également. studio A, mais enfin, moi, je pars optimiste et je me dis qu'on peut avoir effectivement des belles surprises et qu'avec toutes les nouveautés qui ont été apportées, je parle de l'Avengers Campus et qui arrivent avec le Frozen Land, on peut vraiment avoir une véritable transformation de ce bâtiment qui peut être très Le intéressant. studio 1 en a quand même grandement besoin. Il a besoin de retrouver une nouvelle jeunesse finalement. J'ai mes yeux de Alors fan oui, qui sont pas d'accord. oui, Pardon. même Ouais. si c'était une des parties les plus réussies. Tu nous disais, Virginie? Même si je trouve que c'était une des parties les plus réussies. Les Studios 1, l'entrée était vraiment très réussie. Maintenant, elle est trop marquée style décor de cinéma, puisque en fait, dans le restaurant en coulisses, on est vraiment dans les coulisses. Donc effectivement, ce restaurant, il a plus lieu d'être si on n'est plus dans les coulisses du cinéma. Mais c'était quand même une partie très très réussie avec la séquence d'entrée du parc. Donc il faudra être à la hauteur du changement. Bah, c'était presque en fait le seul bâtiment principal qui restait au parc Walt Disney Studios qui avait encore un rapport avec cette idée du studio, avec cette identité-là. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est triste de le voir disparaître, mais ça va dans une logique de rethématisation générale du parc. Enfin, c'est un peu comme si je vous parlais de Discoveryland. Alors, je vais faire un très court hors sujet, mais aujourd'hui, ce land a malheureusement perdu son identité. Si on me faisait revenir la première version de Space Mountain, évidemment, je serais ravi. Mais en même temps, je me dirais, mais bon, en même temps, on a du Star Wars, on a du Buzz l'éclair, etc. Qu'on fasse Je crois que revenir besoin d'être soit rethématisé, réidentifié comme à l'origine, tel qu'il était, avec quand même en gardant des nouveautés et la modernisation. Mais c'est pareil pour le parc Walt Disney Studios, en fait. C'est bien de garder une homogénéité en fait dans la thématisation. Tu parles de Mission 1, c'est une annonce que je rêverais qu'on nous donne demain Eh ben, et je sais que je mais rêve. moi aussi. Alors en fait, je sais pas si parce que franchement, ça peut apparaître demain. Il y a quand même eu un visuel avec le Space Mountain qui concernait les cast members, mais donc je sais pas si c'est plus j'espère qu'il y ait une annonce ou si je me dis mais mine de rien, il pourrait quand même y avoir une annonce. C'est quand même dans un an les 30 ans de l'attraction. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les fans et même quand on regarde les avis Google, hein, il n'y a pas forcément des fans du parc Disney qui laissent des avis ici, qui disent mais il me semblait qu'il y avait plus de décors, que le parcours était plus beau avant, etc. Et donc c'est quand même quelque chose qui est réclamé. C'est très compliqué tout de même de revenir de la Terre à la Lune. Parce qu'il y a des éléments qui ont changé depuis. Moi, je l'ai beaucoup fait à l'époque, de la Terre à la Lune. Effectivement, elle était très très bien, mais aujourd'hui, ne serait-elle pas désuète totalement par rapport aux technologies ou alors il en faudrait une version totalement modifiée. Parce que déjà, on ne voit plus dans l'attraction, alors qu'avant, on voyait quand même ce qui se passait. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si moi, j'aimerais retourner à ce thème spécifiquement ou aller vers une nouvelle proposition. Bah, puis comme tu dis, c'est très compliqué. Pardon, excuse-moi. Comme tu dis, pardon, excuse-moi. Comme tu dis, c'est très compliqué parce que, en plus, tout dépend de ce que tu définis par de la Terre à la Lune. Est-ce que c'est juste le ride ou est-ce que c'était l'intégralité de l'attraction où il y avait aussi donc la voie stellaire qui était une galerie d'observation où tu pouvais voir l'intérieur de l'attraction qui est maintenant la file d'attente du Premium Access. Et tu avais aussi l'animation, enfin toutes les animations autour du canon, enfin
le Space Mountain de la Terre à la Lune, regorgé de détails. C'est des détails qui font tout, en fait, et qui ont beaucoup d'entre eux ont été retirés des missions 2 en 2005. Donc, effectivement, moi, de la Terre à la Lune, je le définis comme ça. C'est le parcours, la bande originale, mais aussi tous ces petits détails-là. Et ça, franchement, je pense qu'on le retrouvera jamais. Si vous l'avez vu, beaucoup de chance. Je vous propose, si vous voulez, un jour, on refera un stream tous les 3 où on parlera uniquement de ce land. Loin de moi l'idée de vouloir vous couper et de revenir sur l'anniversaire. Et coucou Maki Freeze, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de te voir passer. On était en train de parler justement des 32 ans de Disneyland Paris qui auront lieu demain, le 12 avril. Il y aura du coup, pour te refaire un petit topo rapidement, vu que tu viens d'arriver, ça va très bien, merci. Et toi? Je pense que tout le monde va bien. Je me permets de parler en votre nom, mais la soirée est plutôt agréable. Pour du coup t'expliquer rapidement, les 32 ans de Disneyland Paris, ce qui va se passer, c'est un événement davantage centré sur la communauté influente de Disney et les stars, avec un anniversaire qui aura lieu à la fois dans les Walt Disney Studios pour pouvoir aborder peut-être, on espère, l'avenir des Walt Disney Studios. Un hommage qui sera en fin de journée pour Studio 1 qui va fermer pour une très, très grosse période dès la fin du mois. La présentation des costumes, accessoires et musique du nouveau spectacle Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, si je ne me trompe pas sur la nomenclature. Et il y aura même un petit concert qui sera donné au sein du centre de convention du Disney Hotel Newport Bay Club. Décidément, les nomenclatures et moi, ça fait 2. Qui sera du coup un petit concert d'1h30, malheureusement à destination de la communauté influente, bien plus que pour les visiteurs. Mais ce sera l'occasion pour eux de redécouvrir des grands classiques Disney, grands classiques qui sont mis en avant dans les podcasts, dans les playlists dont nous a parlé Laurent en tout début d'émission. Et donc, on se demandait quelles annonces on pouvait espérer pour demain. Peut-être plus d'informations sur l'avenir des Walt Disney Studios avec les nouveaux lands, possiblement le nouveau nom à la fois des Walt Disney Studios ou peut-être des informations sur l'avenir de Studio 1. Voilà, on a fait un petit tour de table et chacun nous a un peu parlé de ses envies, de ses attentes. Et j'aimerais du coup terminer cette soirée avec ça. Partagez-nous si vous êtes d'accord, un souvenir que vous avez à Studio 1 ou un souvenir d'un anniversaire que vous avez vécu à Disneyland Paris. J'aimerais juste avoir un petit moment nostalgie pour terminer sur une douce note. On commence par toi, Corentin? Oui, alors je voulais juste préciser pour le concert de demain, donc c'est avec un orchestre philharmonique et il y aura aussi la présence de Debbie Davis, donc qui est la chanteuse du Roi Lion. C'est quand même une belle invitée et un sacré privilège pour ceux qui assisteront à ce concert. Un bel anniversaire Disneyland Paris, forcément c'est le mien, mais en dehors de ça, le Studio 1, de toute façon, moi, ce qui me plaisait beaucoup avec le Studio 1, en fait, c'est que c'était probablement le seul endroit dans tout Disneyland Paris où même s'il y avait une foule, je trouvais que ça participait à la thématisation du lieu. On se retrouvait vraiment dans ces lieux, dans ces rues qui étaient pleines de gens, pleines de vie, pleines d'échanges, comme il peut y avoir à Hollywood, à Los Angeles, comme je l'imagine. Et du coup, je trouvais que c'était particulièrement réussi. Merci beaucoup. Marine? Moi, j'ai pas particulièrement beaucoup de souvenirs dans le Studio 1. C'était qui me sauvait la vie lors des fortes pluies. Je l'aimais beaucoup et qui m'a beaucoup permis de recharger mon appareil photo pour la Stars and Cars. Je le remercie pour ces moments. Sincèrement, j'avoue qu'on a tous aimé pour ce genre de petits détails
Studio 1 et également pour le petit passage caché qui permettait de rejoindre rapidement, d'autres accès du parc et éviter un peu la foule. Et toi, Virginie, du coup, un petit souvenir à nous partager? Alors bon, moi, les studios 1, j'aimais beaucoup. C'est parce qu'en fait, c'était avant l'arrivée de la tour, de la terreur. C'était le seul endroit qui faisait vraiment Hollywood. C'est-à-dire que ce côté sunset, boulevard et tout. Et donc, moi, c'était un endroit où j'aimais beaucoup, et au point où j'allais souvent au restaurant en coulisses, alors que je ne peux pas dire que ce soit là ce que je préfère en alimentation. Mais c'est vraiment un endroit où je me plaisais beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, il y avait parfois des personnages, et j'appréciais plus particulièrement aussi quand il y avait des moments avec les bandes et les orchestres qui venaient jouer. En saison de la Force, par exemple, il y avait la musique Star Wars et tout, et ça, c'était très appréciable, je trouve, Fort dans cet sympathique, mais endroit. Ce côté qui faisait un peu style années 50-60. c'est fort gênant quand même pour la circulation, mais c'était super sympathique quand même. Oui, mais c'était quand même un endroit très agréable. C'est pour ça que je trouvais que c'était ce qui marquait le plus l'identité du parc, avec la séquence d'entrée, bien sûr, la place des Frères Lumière, mais autrement, c'était vraiment la partie qui faisait le plus cinéma, puisque au fur et à mesure des nouveautés dans les parcs, tout a changé, tout a été modifié, il n'avait plus tellement de sens ensemble. Merci beaucoup de nous avoir partagé, ces moments. Pour, rebondir sur les petits messages qu'on a reçus, dans le chat, on a Timon, coucou Laurent, qui nous dit: «Les Walt Disney Studios sans l'offre restauration de en coulisses, ça va être l'enfer pour manger dans le parc avec seulement ce qui reste d'ouvert ou je me trompe?» Alors je pense qu'on peut tous les 4 dire que oui, ça va être l'enfer et même, c'est avec la fermeture de Studio 1, ça va être très compliqué à tous les niveaux. Est-ce que vous voulez, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot très rapide à ce sujet ou on le garde pour le stream consacré, au Walt Disney Studios? C'est sûr que ça va pas être facile de circuler dans ce parc, parce qu'effectivement, on va passer par une voie latérale et il y a déjà beaucoup de palissades. Et on le voit actuellement avec les sens de circulation qui sont dans le parc, où il a fallu mettre des flèches pour faire passer dans un sens et dans l'autre. Donc, il est souhaitable qu'un certain nombre de travaux autour soient finis avant qu'on passe par ce côté-là. C'est aussi, c'est aussi la perte d'un restaurant, mais d'une grande boutique. Donc, même si elle va être, je pense, remplacée, parce qu'ils vont mettre le merchandising à l'entrée dans la boutique qui se trouve à l'entrée, le Studio Store, mais il est évident que ça va être un vrai problème. Et puis, il y a déjà un problème d'image actuellement, puisque si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui confondent le Studio 1 et les Walt Disney Studios et qui pensent que c'est les Walt Disney Studios qui ferment et pas juste le Studio 1. C'est vrai que dans la nomenclature, ça peut porter à confusion. Tu voulais dire quelque chose, Marine? Non, je suis tout à fait d'accord et ça va être compliqué pour au niveau restauration, quoi, parce que le seul fast-food à peu près abordable, c'était en coulisses. Et c'est Il y a surtout toujours, le, restaurant, de Stark, mais il coûte un peu plus cher, il me semble, au niveau, food. il Donc est un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est surtout qu'on perd un très grand nombre de places assises, finalement. Parce oui, que c'est surtout qu'il était souvent plein ce restaurant, hein. C'était très rare de trouver tout de suite une place assise. et pour Combien de fois autant, j'ai mangé par terre. C'est vrai que il y avait, les bars, je me souviens, il y avait des tables hautes qui étaient toujours saturées où il y avait beaucoup de visiteurs qui étaient un peu serrés et tout le monde se faisait un peu de la place parce que justement, il y avait toujours beaucoup de monde malgré le fait qu'il y ait un certain nombre de places assises au rez-de-chaussée et un étage qui était, toujours complet. Mais l'étage, je le voyais très souvent fermé personnellement et je viens qu'en week-end et il était très souvent fermé, l'étage. J'ai pu y manger qu'une seule fois parmi, toutes ces visites, une seule fois. Ah oui, pourtant tu y vas souvent? Oui.
Pour reprendre le chat, il y a Céline qui nous dit: «Studio 1, on a pris le goûter là-bas à ma dernière visite et le ciel d'Hollywood est très dynamique, en fait». C'est vrai qu'on oublie souvent de lever les yeux. On regarde, sur les côtés, devant soi, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de thématisation, qui est réalisé à 360 finalement. Céline qui continue en disant: «Oui, l'offre de restauration va en prendre un coup» et Deuse qui nous dit: «Entièrement d'accord avec Virginie, les bands manquent, s'il pouvait y en avoir sur Main Street aussi». Et oui, c'est vrai que nous, on n'a pas la chance d'avoir les Dapperton Boys. C'est un nom un peu compliqué comme ça, comme il y a, aux États-Unis, ça pourrait On les apporter a eus. beaucoup plus sur, on les a On eus, mais les a eus, hein. on les a Et on plus les a depuis plus. très longtemps. Mmh. Et Et quand pourtant ils ça sont revenus pour un anniversaire, je crois. Et c'était vraiment mais Oui. tellement magnifique, tellement merveilleux ce moment, c'est voilà. La Revenez, remettez-les s'il vous plaît. C'est le charme de Main Street USA finalement. Oui. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou on termine ce stream-là? Eh bien, Non, c'est bon pour moi. Oui. C'est bon pour moi aussi. eh bien, Je, je souhaite une bonne journée à ceux qui seront au parc demain. Ceux qui auront la chance d'être au parc demain. Merci c'est beaucoup. gentil. merci beaucoup à tous les 3 et à tous les 4, en repensant à Laurent et son intervention, de début de stream, d'avoir partagé cette soirée avec nous. Et puis, je vais pouvoir terminer ce stream et comme vous, je souhaite à toutes les personnes qui seront sur place une très belle journée. Profitez bien Virginie et Marine demain. Faites-nous Merci. plein de photos. Et puis, En plus, il si fera vous arrivez super beau. Ça va être génial. oui, il va faire une journée Oui. magnifique. Profitez bien et que s'il y a des personnes, dans le chat qui y seront demain, n'hésitez pas à nous le dire et d'avance, une très, très belle journée à vous. Pour conclure du coup ce stream, n'hésitez pas à retrouver chronique, disney.fr pour retrouver l'ensemble des fiches, rédigées par une équipe vraiment au top du top et je ne dis pas ça parce que nous en sommes membres, mais on est vraiment incroyable. On est présent sur tous les réseaux sociaux, les incontournables Facebook, Threads, Instagram, X également et même LinkedIn. Blue Sky également pour écouter les playlists dont celle qui va sortir demain, Spotify et Deezer. Également, vous retrouverez l'ensemble des podcasts sur ces plateformes. J'en profite pour mettre en avant les streams gaming d'Olivier qui ont lieu tous les mercredis soirs. Il partage avec vous des jeux vidéo et en ce moment, il est sur Spider-Man. Donc, n'hésitez pas, en plus du jeudi, à venir le soutenir le mercredi soir. Et pour retrouver l'ensemble des listes qui sont créées par David, je vous donne rendez-vous sur Letterboxd. N'hésitez pas à aller soutenir son travail. Il se donne, à fond pour vous proposer des listes complètes et détaillées. N'hésitez pas également à venir partager avec nous sur le forum Disney Central Plaza. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le sujet, qui a été traité en début de stream par Corentin et Laurent sur les 35 ans du parc Astérix. Également pour pouvoir échanger sur le futur nom, et spéculer avec Virginie sur le futur nom des Walt Disney Studios. N'hésitez pas à venir créer un compte et partager avec une communauté bienveillante de fans. C'est gratuit et puis ça fait vivre ce forum. Merci à tous et on se retrouve très vite sur le navire amiral Chronique Disney. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir été là ce soir.